Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bouchra El Andalousi, professeure-chercheur en didactique du français et formatrice au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation à Rabat au Maroc. Je suis ravie de vous accueillir à cette conférence du Printemps de la recherche en éducation. L'enjeu de cette manifestation est de pouvoir promouvoir la place des recherches en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants et des personnels d'éducation, que ce soit en formation initiale ou continue. Le thème choisi par le réseau des ISP pour cette 12e édition est celui de l'intelligence artificielle et de ses enjeux pour la formation des enseignants. Je vais aujourd'hui assurer la fonction de modératrice. En effet, au cours de la conférence, vous allez pouvoir poser des questions en cliquant en bas à droite de votre écran sur l'icône « Questions ». Je ferai ensuite une synthèse de ces questions pour les poser à la fin de la présentation. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter notre intervenant, M. Morad Benali, enseignant-chercheur au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de la région de l'Oriental, au Maroc. Il est spécialiste des questions liées à la formation des enseignants et aux transformations contemporaines du métier. Ses travaux s'intéressent notamment aux mutations induites par les technologies éducatives. La conférence de ce jour a pour titre « IA et identité professionnelle enseignante, regard de la relève enseignante ». Et je laisse la parole à M. Morad Benali sans plus attendre et nous nous retrouverons par la suite. Merci infiniment, Madame Bouchra, pour cette présentation. Et en fait, je suis très heureux d'être parmi vous et très heureux d'avoir cette opportunité de partager cette modeste contribution avec notre audience. Je remercie également le réseau INSEP en France et également notre ministère de l'Éducation au Maroc à travers le Centre national de professorat. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran, l'intitulé de notre présentation aujourd'hui, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle, sa relation avec l'identité que peuvent tisser ce qu'on appelle la relève enseignante, qui sont en fait les futurs enseignants qui sont en formation initiale dans ce qu'on appelle les centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation ici au Maroc. En fait, c'est l'équivalent des instituts nationaux supérieurs de professorat et de l'éducation en France. Alors, sans tarder donc, ma présentation aujourd'hui passera je dirais, par 4 dimensions, à savoir le contexte et les enjeux. Ensuite, on évoquera le cadre théorique et on fera, bien sûr, on dégagera la problématique. Par la suite, on essaiera de voir la méthodologie qui va être adoptée. Nous présenterons les résultats et nous passerons directement à la discussion de ces résultats. Alors, pour le contexte, l'enjeu en fait, de ce qui se passe aujourd'hui, il est clair que l'IA s'invite fortement dans les salles de classe. Et le chiffre 85% des enseignants qui ont utilisé l'IA durant l'année scolaire 2024-2025 aux États-Unis, en fait, la tendance, elle est similaire. Ça montre qu'il y a une forte utilisation de cet outil, de cette technologie en classe par les enseignants. En parallèle, nous avons besoin toujours, selon l'UNESCO, d'ici 2030, de 44 millions d'enseignants. Donc, nous avons toujours besoin d'enseignants. Il y a beaucoup de pourparlers à propos de l'IA qui va remplacer l'enseignant qui ne sera pas utile, mais nous avons un énorme besoin d'enseignants. Mais malheureusement, comme vous pouvez le constater, nous avons uniquement 38%, bien sûr, en moyenne dans les pays de l'OCDE qui ont reçu une formation sur l'IA et comment l'utiliser en classe. Alors, les futurs enseignants en formation initiale, ce sont des étudiants qui proviennent de l'université, de l'École normale supérieure de l'enseignement, de l'École supérieure d'éducation de la formation au Maroc, et qui sont actuellement en formation dans ces CRMF
pendant 8 à 9 mois et qui vont commencer à exercer dès septembre prochain. Alors, pourquoi nous avons décidé de travailler et de cibler ces futurs enseignants? Mais tout simplement parce que ces derniers sont dans une mutation. Ils sont à la croisée de deux mutations. Ils sont dans les centres en train d'apprendre le métier d'enseignant et également, ils sont en train de naviguer dans ce monde qui est transformé par l'IA. Nous avons cette génération de jeunes qui sont dans les CNMF sont nés à l'ère du numérique. Donc, ils utilisent déjà, ils expérimentent déjà l'IA, mais sans cadre professionnel. Et il faut dire aussi que, à travers ma recherche sur la littérature, ce qu'on appelle un état d'art, on remarque que beaucoup d'études sur l'IA sont menées par rapport aux enseignants, mais peu d'études s'intéressent à ces futurs enseignants ou à ces étudiants qui sont en formation initiale dans les CNMF. D'où l'intérêt de cette présentation d'aujourd'hui. Alors, qu'en est-il du cadre théorique et de notre problématique? Alors, avant tout, il faut peut-être définir ce qu'est l'identité professionnelle. Et là, je vous présente une très belle définition de Barbier en 1996, dans laquelle il voit que l'identité, c'est un ensemble de composantes qui sont en fait entrechassées. Et donc, ce sont des composantes représentationnelles, des composantes opératoires, comme des compétences, des composantes affectives, et qui sont produites par une histoire. C'est une histoire particulière, et dont l'agent, celui qui a cette capacité d'agir, c'est lui qui est le support et le détenteur à un moment donné de cette histoire. Alors, pourquoi focaliser sur l'identité? Mais tout simplement parce que les enseignants qui sont en cours de formation aujourd'hui seront des enseignants débutants au mois de septembre et ils sont en train de vivre ce conflit entre l'image qu'ils ont idéalisée du métier d'enseignant et la réalité du terrain. D'autre part, l'identité ne se construit pas seule. Donc, la formation initiale, elle va jouer un rôle qui va structurer et qui va faire émerger un moi professionnel personnalisé. Face à l'IA, nous avons 3 scénarios qui sont possibles. Ces futurs enseignants, ou bien ils sont en train de faire un refus d'intégrer, ils vont faire un refus d'intégrer l'IA dans leur pratique, et donc leur identité ça va être plus rigide. Le deuxième scénario, c'est qu'ils vont se laisser absorber par l'IA, ainsi ils perdent leur sens et leur rôle, et donc leur identité professionnelle va s'effacer au profit d'une indépendance technologique. Et le dernier scénario, qui est celui de la reconfiguration, c'est là où ces futurs enseignants vont réinventer leur identité en intégrant l'IA comme outil au service de la pédagogie. Donc, on se retrouve devant 3 formes de cette identité et avec une construction en évolution permanente. Une identité que ces futurs enseignants ont héritée, qu'ils ont apporté avec eux, une identité en transaction qui va se construire pendant la formation, et puis une identité qui sera projetée et visée, ou plutôt ce vers quoi le futur enseignant se projette. Donc, notre problématique va bien sûr porter sur comment cette IA en éducation va reconfigurer cette identité des futurs enseignants en formation initiale. Nous allons bien sûr étudier cette identité à son stade de formation, et non comme une structure qui est achevée, mais comme un processus de transaction en cours. Alors, qu'en est-il de la méthodologie? On est allé sur le terrain, donc au niveau de CRMF de l'oriental, on a choisi comme échantillon les futurs enseignants en formation initiale de la langue française. Nous avons au total 180. Nous avons eu 132 futurs enseignants qui ont répondu à notre questionnaire qui a été mis en ligne, bien sûr avec des explications qui ont eu lieu en présentiel pour mieux appréhender le questionnaire. Le questionnaire, il se base sur une méthodologie mixte, à savoir des questions fermées et des questions ouvertes. Au total, nous avons 47 questions. L'analyse a été bien sûr une analyse descriptive, thématique, avec bien sûr un aspect lexical et argumentatif quand il le fallait.
Les axes explorés dans le questionnaire, nous avons donc, bien sûr, ciblé les trois dimensions ou les trois pôles. L'identité qui est héritée, le soi pour soi, ce que je suis déjà. Un deuxième pôle, celui de la transaction biographique, c'est entre l'héritage et la projection. Et un troisième pôle, c'est réservé à l'identité visée, ou ce qu'on appelle le soi projeté, ce que je veux devenir. Et pour chaque pôle, nous avons bien sûr trois dimensions par rapport, par exemple, pour l'identité héritée, nous avons ciblé l'usage actuel, le rapport personnel à l'IA. Nous avons également, par un ensemble de questions, visé la représentation et les perceptions par rapport à l'IA. Et nous avons également, par un ensemble de questions, essayé de comprendre la vision héritée du cœur du métier. Au total, comme je vous ai dit, nous avons 47 questions. Les questions sont de ce voilà. Voilà, nous avons 16 items par rapport au premier pôle, 8 items consacrés au deuxième pôle et 22 items consacrés au pôle qui est l'identité visée, le soi projeté. Alors, pour les résultats. Donc, nous allons, pour chaque pôle, expliquer, en fait, présenter les résultats de ces trois. Donc, dans chaque pôle, nous avons trois sous-dimensions, on a trois dimensions. Par exemple, ce que vous voyez sur l'écran, c'est le premier pôle, l'identité héritée, et c'est le 1 sur 3. Donc, nous allons, comme vous voyez, présenter l'usage actuel de l'IA et le sentiment. Alors, comme vous pouvez le constater, les futurs enseignants qui arrivent au CRMF, ils arrivent en formation avec une bonne familiarité à l'IA. Mais comme vous pouvez le constater, nous avons 70% qui utilisent l'IA plusieurs fois par semaine. 79% ont déjà utilisé l'IA pendant la formation pour une tâche liée à leur métier, à leur futur métier. Et 80% se décrivent curieux, ouverts, mais prudents face à l'IA. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a une posture dominante qui est celle de la prudence ouverte, loin de tout rejet ou enthousiasme naïf, ce qui témoigne, bien sûr, dès le départ, d'une identité héritée déjà traversée, bien sûr, par la question de l'IA. Le deuxième postulat, c'est qu'il est par rapport aux représentations et perceptions de l'IA. Comme vous pouvez le constater, nous avons posé un ensemble de questions. L'IA, vu comment, est-ce un outil technique? Est-ce que ça peut transformer le métier? Est-ce que c'est un système complexe? Et on remarque que 79% de nos répondants pensent que l'IA est avant tout un outil technique. 49% le perçoivent l'IA comme transformatrice du métier. Et bien sûr, il y a apparemment à ce niveau une représentation qui est divisée, mais qui coexiste avec une adoption déjà forte. Par rapport au deuxième volet, il paraît que 86% des répondants affirment que l'IA doit rester un moyen. 81% pensent que le rôle de l'enseignant doit rester, et il va rester un rôle central. Donc, déjà, ces futurs enseignants se présentent un code identitaire solide avant même d'entrer dans la classe. Pour la troisième dimension, qui est le cœur du métier, on leur a posé une question. Le cœur du métier d'enseignant, pour vous, c'est quoi? Et on leur a demandé de faire 3 choix possibles. Et donc, le cœur de métier pour ces futurs enseignants, ils le conçoivent comme, en fait, centré sur le développement de la pensée critique des élèves, la relation humaine avec 56% et la transmission culturelle avec 53%. Et on peut remarquer que ces trois éléments, ou ces trois compétences, sont précisément celles que l'IA ne peut pas assurer, ce qui constitue donc un socle identitaire résistant à la substitution. D'accord? Donc, on va passer au deuxième volet qui est la tension biographique et qui est entre l'identité héritée et l'identité projetée. Et là, on a essayé de comprendre la légitimité professionnelle et la peur que peuvent sentir ces futurs enseignants. Nous avons posé bien sûr 3 questions et vous pouvez le voir sur l'écran. Apparemment, l'IA, elle déstabilise le rapport de la légitimité, mais sans entamer une conviction que le métier demeurera, l'enseignement irremplaçable. Et donc, on se retrouve, ces futurs enseignants se trouvent dans un espace, je dirais donc, entre anxiété identitaire et ancrage vocationnel.
vous avez 65% qui sont d'accord pour dire que l'IA risque de remettre en question, en cause, le sentiment de la légitimité professionnelle. Suis-je encore vraiment un enseignant si l'IA fait une partie de mon travail? 80% ne sont pas d'accord, bien sûr, sont d'accord que l'IA ne peut pas dévaloriser, bien sûr, le rôle et les compétences de l'enseignant. Toujours dans la deuxième posture de l'attention biographique, et là, voilà, comment ces futurs enseignants se représentent l'identité disciplinaire. Alors, on leur a demandé si votre identité professionnelle future, est-ce qu'elle dépendra moins de vos connaissances disciplinaires ou de votre capacité à collaborer intelligemment avec l'IA? Et donc, ils ne sont que 33% qui sont d'accord. De même, on leur a posé des questions par rapport à l'intégration de l'IA en éducation. Est-ce qu'elle va changer dans le sens du métier? Est-ce qu'elle va renforcer la nécessité de valeurs humaines? Est-ce qu'elle va faire créer de l'enthousiasme d'évoluer dans son rôle? Est-ce qu'elle vous obligera à redéfinir ce que veut dire enseignant? Et donc, on remarque qu'à ce niveau, l'identité n'est pas figée, mais négociée. Les futurs enseignants entendent intégrer l'IA comme un outil sans qu'elle devienne, bien sûr, l'étalon de leurs valeurs professionnelles. Et les statistiques le prouvent. En ce qui concerne le troisième élément de l'attention biographique, on leur a posé des questions concernant s'ils veulent continuer à enseigner, si l'IA faisait exactement le même travail que vous. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous allez continuer votre métier ou vous allez le changer? Vous allez le changer avec un rôle qui est différent ou vous allez y rester avec des conditions qui sont différentes? Alors, on a remarqué que le futur enseignant affiche une acceptation relative à la recomposition du rôle. Donc, ils veulent cohabiter avec l'IA. Et bien sûr, comme vous pouvez le constater, nous avons 74% qui veulent toujours continuer le métier, même si une IA produisait les mêmes résultats. Ça veut dire qu'ils veulent cohabiter, mais ils tiennent à leur métier. Donc, on ressent un engagement à ce métier et qui repose sur une vocation qui dépasse la seule efficacité productive. Alors, qu'en est-il de l'identité visée, qui est le troisième, ou l'identité projetée, qui est le troisième pôle, et qui s'intègre? Donc, nous avons un premier sous-élément en relation avec l'agentivité et le contrôle professionnel. Donc, on a essayé de voir comment ces futurs enseignants considèrent l'IA. Est-ce un outil qu'ils peuvent façonner selon leurs besoins? Est-ce qu'ils seraient capables de limiter ou refuser certains usages? Est-ce qu'ils seraient capables de garder le contrôle sur les décisions pédagogiques? Est-ce qu'ils projettent d'adapter les productions IA à leur style pédagogique? Est-ce qu'ils seront également capables de sélectionner les usages pédagogiquement pertinents? Alors, on remarque que les futurs enseignants se projettent comme des acteurs, des agents. Donc, quand je dis agents, c'est des gens qui ont une capacité d'agir, des agents actifs, et non comme des utilisateurs passifs de l'IA. Et donc, l'agentivité perçue est entre 95 et 92% constitue donc un pilier central de cette identité visée, ce qui est bien sûr très, très positif à mon sens. Pour le deuxième élément de l'identité projetée ou visée, on l'a consacré aux usages pédagogiques projetés. On leur a demandé comment ils imaginent utiliser l'IA pour est-ce qu'ils s'imaginent utiliser l'IA pour préparer, varier des cours, etc., proposer des exercices de remédiation, enseigner explicitement l'usage critique, gérer les aspects administratifs. Donc, toutes ces tâches, en général, elles sont facilitées par l'IA. Alors, on remarque qu'ils sont plus sur l'IA à être utilisé comme un levier de différenciation et de médiation épistémique. Bien sûr, pour les tâches administratives, ils sont dans les 48%. Pour aider les élèves à structurer leurs idées, ils sont 42%. Mais l'usage attendu, d'après ce que vous pouvez voir sur le diapo, il est plus à vocation pédagogique avant d'être organisationnel. Pour le troisième élément, et le dernier de l'identité projetée, il apporte sur les projections identitaires et les besoins de formation. Alors,
Alors, comme vous pouvez le constater là, ils sont 59% à penser que l'IA va reconfigurer la gestion du temps. 56%, 55% pensent que l'IA va modifier le rapport au savoir. 69% sont sur un besoin de formation qui est plus technique. Et 56% évoquent un besoin de formation pédagogique. Alors, apparemment, la maîtrise technique ou l'aspect technique, il prime et celui de la scénarisation pédagogique comme besoin de formation. Tandis que les dimensions éthiques et juridiques, qui sont bien sûr cruciales et très importantes, apparemment, ils sont sous-investis par les futurs enseignants. Donc, il y a un certain décalage entre les transformations anticipées et la nature de formation souhaitée, ce qui constitue un enjeu en soi-même. Enfin, une question de clôture qu'on leur a posée, on leur a dit, dans 4 ans, vous voulez être un utilisateur de l'IA ou quelqu'un qui va inspirer, source d'inspiration pour l'IA. Donc, comme vous pouvez le constater, ils sont 50% à dire, voilà, je vais être, dans 4 ans, je vais être un simple utilisateur de l'IA, alors que 36,9%, ils sont plus sur voilà, un agent un enseignant qui va inspirer l'IA. Et donc, les deux postures, comme on peut le constater, elles convergent vers une même conviction fondatrice. L'IA, bien sûr, peut augmenter l'enseignant, mais elle ne peut pas le définir. Voilà. Donc, en gros, nous avons présenté les résultats selon les trois pôles. Le premier pôle qui est l'identité héritée, l'identité sous tension biographique ou transaction, et puis une identité visée et projetée. Alors, on va aller directement sur la discussion des résultats. Donc, nous avons présenté 3 scénarios. Le premier, celui de la résistance, le deuxième, celui de la dissolution, et le troisième, celui de la reconfiguration. Apparemment, les résultats affichent et montrent que notre échantillon, nos futurs enseignants, ne sont pas à une posture de résistance, ne le sont pas à une posture de dissolution, ils sont plus sur une posture de reconfiguration où ils ont évoqué leur souhait de cohabiter avec l'IA, de réinventer, de reconfigurer leur identité, et tout simplement en intégrant l'IA comme un outil au service de la pédagogie. Alors, face à cette reconfiguration, nous avons dégagé 3 orientations identitaires. Une première agentive, une deuxième prudente, et une troisième orientation qui est de l'ordre d'une résistance. Et on va voir chaque orientation séparément. Et je commence par la première. Alors, la première, qui est l'orientation agentive, c'est celle où nos futurs enseignants se projettent comme pilotes de l'IA. Et les statistiques l'ont montré. Également, la dernière question l'a montré également. Ils sont plus 50% à vouloir utiliser, ils sont 36% à vouloir inspirer même l'IA. Donc, je vois qu'en somme, nos futurs enseignants se perçoivent capables de sélectionner, de façonner même et contrôler l'IA en fonction des objectifs pédagogiques. Donc, apparemment, pour eux, l'IA ne sera qu'un outil au service d'un projet éducatif et pédagogique. Les chiffres le montrent, 85% pensent que la compétence en l'IA permet la légitimité, 74% continueraient même si le rôle est différent, 82% enseigneraient aux élèves l'usage critique. La deuxième orientation, qui est celle de la prudence, entre continuité et reconfiguration. Alors, les futurs enseignants reconnaissent la place de l'IA, mais ne renoncent pas aux valeurs héritées du métier. Donc, ils cherchent à composer avec le changement tout en préservant l'humanité et le sens de l'enseignement. Ils sont 79% à être curieux mais prudents. Ils sont 80% à dire que l'IA ne peut pas remplacer la relation enseignant-élève. Et ils sont également 67% à dire que l'IA ne change pas le sens du métier. Et enfin, la troisième orientation, qui est celle de la résistance, c'est de l'ancrage avec les valeurs héritées.
et à travers laquelle, dans laquelle, pardon, les futurs enseignants perçoivent l'IA comme une menace pour l'humanité du métier. Alors là, ils présentent donc, ils montrent, ils font dégager leur attachement aux valeurs éducatives fondamentales, la relation, la transmission, la culture. Ils sont 56% à dire, voilà, à montrer qu'ils ont peur que l'IA contribue à une déshumanisation du métier. Ils sont 80% à dire que l'IA ne peut pas remplacer la relation pédagogique. Et ils sont 85% à dire que le rôle de l'enseignant reste central même avec l'IA. Alors, quelles implications ces trois orientations identitaires ont sur la formation au niveau des centres régionaux des métiers d'éducation et de la formation au Maroc? Qu'est-ce qu'il faut repenser dans la formation de ces futurs enseignants? Je vais revenir là au postulat de Claude Dubar. En fait, Claude Dubar, le sociologue français, a tellement il a évoqué six postulats qui sont pour le développement et la construction de l'identité. Alors, le premier, c'est plus la narration de soi comme une condition de la construction identitaire. Alors, si on veut construire et renforcer et enrichir cette identité au niveau des centres, au niveau de la formation, il faut penser à créer ce qu'on appellerait des espaces biographiques. Encourager les futurs enseignants à construire un récit réflexif sur leur rapport à l'IA, un journal de bord, des portfolios numériques, des autobiographies professionnelles dans lesquelles ils expliquent comment ils ont réagi, comment ils ont interagi avec l'IA. Et en fait, c'est un récit réflexif, c'est un retour en arrière, par rapport à cette technologie. Cette narration, elle va bien sûr renforcer, comme je dis, et renforcer cette construction identitaire. C'est le premier élément. Le deuxième élément à prendre également en considération dans la formation, c'est ce qu'on appelle la transaction relationnelle ou ce qu'on appelle l'identité pour autrui et qui passe par le collectif. Alors là, il faut travailler les reconnaissances par les pairs. Encourager les futurs enseignants à se mettre changer, les partager. Et donc, cette reconnaissance peer-to-peer stabilise bien sûr l'identité collective. Le troisième élément, également celui de la rupture. Donc, nous considérons la rupture comme un moment formateur. Et cette rupture, on peut également qualifier d'une crise. Je ne pense pas que c'est le cas de la formation, mais au CRMF. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas ignorer les moments de déstabilisation. Par exemple, quand l'IA produit un travail meilleur que l'enseignant, meilleur que le futur enseignant, il faut faire de cette crise, un objet de formation réflexive et pas un tabou. C'est ce que je cesse de dire à mes enseignants formateurs et également à mes futurs enseignants que je prends en charge durant cette année académique. Le quatrième élément, c'est celui de l'identité professionnelle stable qui peut être fondée sur le sentiment de contrôle. Alors, il faut former nos futurs enseignants à la posture critique, pas au rejet. Donc, c'est vrai que l'objectif, durant cette formation, est de ne pas les rendre des experts en l'IA, mais quand même leur donner les outils pour maintenir cette agentivité, cette capacité d'agir face aux outils algorithmiques. Et donc, ça passe par, bien sûr, un renforcement ou une mise en œuvre solide de la posture critique et de nos futurs enseignants. Le cinquième élément, qui est l'identité du métier et qui se fonde sur des compétences irremplaçables. Comment? Eh bien, dans ce cas, il faut valoriser l'irréductible qui est l'humain. Alors, comment? En ciblant explicitement ce que l'IA ne peut pas reproduire. On l'a vu dans les statistiques, la relation, la culture, le jugement éthique, le sens, ce sont des zones, en fait, ce sont des éléments que l'IA ne peut pas cibler et ne peut pas reproduire. Et donc, c'est là où il faut travailler, il faut travailler, c'est là où il faut les mettre en émergence parce qu'ils vont bien sûr pouvoir constituer le cœur de la formation identitaire. Et automatiquement,
l'irréductibilité humaine va être bien sûr valorisée. Et enfin, le sixième élément, qui est bien sûr par rapport à l'intégration de l'IA dans le curriculum de formation, à travers une socialisation professionnelle qui est en fait un processus institutionnellement encadré. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la formation à l'identité ne peut pas se limiter à cette réflexion sur l'IA. Et bien sûr, elle doit s'étendre aux curriculums qui sont déjà mis en place dans les différents modules de la formation au CRMF. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut repenser ces curriculums de telle manière à ce que l'IA prenne une bonne partie dans ces modules. Alors, comme on le sait tous, nous avons un ensemble de modules. Je pense au total, nous avons aux alentours d'une vingtaine de modules étalés sur 2 périodes. Nous avons des modules qui sont consacrés à la planification, la gestion, l'évaluation, des modules qui sont consacrés à l'analyse des pratiques, des modules qui sont consacrés à la production de ressources didactiques. Et puis, nous avons également des modules qui sont transversaux, en l'occurrence les sciences d'éducation, la didactique. Et je pense que dans chaque module, l'IA trouvera sa place. Soit sur la réflexion, soit sur la production du contenu, soit sur juste l'aspect critique ou la posture critique. Et donc, il faut revisiter ces modules de telle façon à ce que l'IA ne soit pas un interdit, ne soit pas un tabou, mais soit considéré comme un plus par rapport à ces modules. Je pense qu'à travers ces 6 postulats et ces implications, que la formation initiale au CRMF doit être enrichie et revue. Cela considère quoi? Cela nous emmène à faire une réflexion peut-être un peu plus profonde et dire, est-ce que la formation initiale sera séparée de la formation continue? Je dirais non. Étant donné que l'identité, comme on l'a vu, est une identité qui est toujours en construction. C'est une histoire, comme l'a évoqué Barbier. C'est une histoire. Et le détenteur, c'est l'agent. C'est le futur enseignant en formation initiale. C'est l'enseignant en exercice dès le mois de septembre prochain. C'est l'étudiant qui était dans les universités en 2022, 2024, 2025. Et donc, il faut qu'il y ait une passerelle identitaire entre cet étudiant qui vient de l'université, qui se forme au CRMF et qui commence à exercer au mois de septembre. Et quand il commence à exercer, effectivement, les premières années sont des années un peu dures, difficiles. Donc, l'identité également, elle est en train de se forger, mais elle puise toujours dans la formation initiale, elle puise toujours dans la formation à l'université. Et donc, il faut revoir, c'est vrai que par rapport à nous, on est en train de évoquer la formation des enseignants, mais il faut également dire que cette reconstruction, cette reconfiguration identitaire, elle a également sa place à forger, à retravailler, à enrichir dans les universités, dans l'école normale supérieure d'enseignement, dans l'école supérieure de l'éducation et de la formation. Et donc, pour conclure, je dirais que l'IA ne remplacera pas l'enseignant, c'est clair. Il y a une citation qui est très, très, très célèbre sur Internet, à travers laquelle on dit que si vous n'utilisez pas l'IA, c'est l'IA qui va vous remplacer. Mais moi, je pense que l'IA, elle ne va pas remplacer l'enseignant. Par contre, elle est en train de faire des transformations, faire quelques modifications, ce que signifie être enseignant. C'est une forme de renégociation de ce que signifie être un enseignant pour soi et pour autrui. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que cette IA, elle est en train de faire changer quelques dimensions de l'être de l'enseignant, quelques dimensions de l'être de l'enseignant pour soi, pour ce futur enseignant, et c'est être enseignant pour l'autrui. Quand je dis autrui, pour les pairs,
pour les collègues dans les établissements scolaires, également pour la communauté éducative. Et donc, impérativement, je pense que la formation initiale, elle a une responsabilité cruciale. Elle devrait accompagner ces futurs enseignants dans la reconfiguration de leur identité à l'heure de l'IA avant qu'ils commencent à exercer dans les établissements scolaires. Je ne dirais pas qu'elle va la reconfigurer à une échelle très, très importante, mais elle va la socler, elle va la forger, elle va l'aiguiller, elle va les mettre peut-être sur de bons rails. Voilà, donc je pense que j'arrive à la fin de la présentation. J'ai encore 4 minutes d'avance. Et donc, pour conclure, voilà, pour apporter un résumé voilà, de la présentation d'aujourd'hui, nous avons retrouvé comme constat 3 postures chez nos futurs enseignants: une posture agentive, une posture prudente et une posture de résistance. Ce qui est le plus important, c'est plus la posture agentive, à travers laquelle, apparemment, nos futurs enseignants se projettent comme des pilotes, et non des simples utilisateurs de l'IA. Nous avons également retrouvé dans leur posture également cette dimension de la prudence et de la résistance. Donc, être prudent et en même temps résistant. Et nous avons également retrouvé dans leur posture un engagement fort en métier de l'enseignement. Et pour eux, l'enseignant restera central. L'IA ne sera qu'un outil. Pour eux également, nous avons retrouvé cette posture de cohabitation. Ils sont prêts curieux même, à cohabiter avec cette technologie, mais je dirais sans dépasser certaines limites qui sont plus dédiées à l'enseignant. L'enseignant reste central, les aspects pédagogiques sont dans la maîtrise de l'enseignant. L'IA n'est qu'un simple outil. C'est une posture, en fait, d'un outil, d'un enseignant, que je dirais qui sera augmenté via cette technologie. Voilà. Donc, je vous remercie et voilà. Je pense la présentation, elle est téléchargeable dans l'espace apps. Je pense il faut juste cliquer sur partage du fichier et vous pouvez la télécharger. Madame Bouchra, je vous rends la parole et merci infiniment. Voilà, il me reste 2 minutes, c'est bon. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Benali. Elle était très enrichissante. Je tiens à préciser encore une fois que le diaporama est en téléchargement dans l'onglet Apps, puis il y a partage de fichiers. Et nous avons finalement plusieurs questions. J'ai essayé de faire un peu une petite synthèse, mais je crois qu'on va commencer par une question déclenchante. Alors, il s'agit de l'identité professionnelle. La question dit que l'identité professionnelle de l'enseignant est construite par la pratique. Est-ce qu'il ne fallait pas mieux cibler les enseignants pratiquants au lieu de prendre pour objet de l'étude que vous avez présentée, les futurs enseignants? Voilà, ça c'est, si vous voulez, comme introduction. Allez-y, monsieur. Je réponds ou vous posez... Oui. D'accord. Très bonne question, oui. Et pourquoi nous avons ciblé les futurs enseignants au lieu des enseignants qui sont en exercice? Mais tout simplement parce que en parcourant la littérature, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur les enseignants, mais on a presque peu, je dirais même, un angle mort de la recherche où les futurs enseignants en formation initiale ne le sont pas. Et il y a un problème, je pense, qui est majeur, c'est que ces futurs enseignants, je dirais ces étudiants, ils arrivent de l'université, ils ont déjà un acquis, ils sont déjà en familiarité avec l'IA, mais quelle forme de familiarité, quelle identité est déjà installée chez eux. Et donc, ils arrivent avec cette identité héritée et ils sont
en formation initiale courte, assez courte, dans une tension, d'une transaction biographique. Et au cours de cette formation, ils commencent à se mettre, voilà, à se façonner une identité projetée. Et donc, l'étude, voilà, notre étude, ça a voulu faire le cap sur ce, voilà, a voulu montrer qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces futurs enseignants. Et quel est le sort de cette histoire qui commence depuis l'université et qui arrive jusqu'à cette belle histoire, qui arrive jusqu'à ce que les enseignants commencent à exercer. On a voulu quand même prendre une partie de cette histoire et essayer de découvrir, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est l'objectif de l'étude. Mais effectivement, l'identité professionnelle à l'ère de l'IA, qu'est-ce qui se passe chez les enseignants? Il y a eu je pense qu'il y a une bonne partie de la littérature qui s'est intéressée à ce sujet. Merci. Oui, tout à fait. Donc, une autre question dit que vous avez mentionné qu'il existe des éléments où l'IA ne peut prendre le relais, on va dire, auquel elle ne peut se substituer à l'humain. Et il s'agit de tout ce qui relève du relationnel et du culturel. Donc, la question, est-ce que vous pensez qu'un jour, l'IA pourrait aussi en être capable? Je regarde beaucoup YouTube et puis la dernière fois, j'ai vu le boss de Tesla, comment on l'appelle, Elon Musk. Elon Musk, il en parlait. Il disait que d'ici 2027, l'IA ferait beaucoup, en fait, ferait une grande partie des postures humaines. Sam Altman de OpenAI également, il dit qu'en 2030, en fait, l'IA commencerait à faire des inventions. Je ne pense pas. Ce qui est relationnel, ce qui est culturel, c'est plus dédié à l'humain. Ce sont des valeurs qui sont inculquées dans l'humain. Et donc, je ne pense pas que ce sont des éléments que l'IA pourrait dupliquer. Elle peut le faire, bien sûr. Les algorithmes, ils évoluent. On peut le faire, mais on ne peut pas dupliquer l'humain dans cet espace culturel, cet espace de valeurs, cet espace de relationnel. Moi, je ne le pense pas. Les algorithmes évoluent, mais à un certain point, à un certain niveau, ils ne peuvent pas franchir ces éléments-là. Et donc, la prochaine question, elle va de l'autre côté. Et on vous demande si l'IA va contribuer à altérer la réflexivité et l'esprit critique chez les enseignants, mais aussi chez les apprenants, à un certain moment. Qu'est-ce que vous voulez dire avec la réflexivité, on parle de réflexivité, on parle d'esprit. Elle peut aider en fournissant des outils puissants, elle peut développer des outils et mettre à la disposition de ses enseignants des outils qui peuvent les aider à rendre le processus de la réflexivité plus facile à travers des outils je dirais un exemple de visioconférencing enrichi par l'IA, de l'audio, des systèmes audio enrichis par l'IA. Ce sont des technologies qui peuvent aider l'enseignant à dégager les datas le plus vite que possible et avec une grande exactitude. Oui, mais le mot final reste à l'enseignant pour analyser ses résultats. Par exemple, vous savez quand même que, par exemple, dans le temps, on faisait l'analyse statistique, les entretiens, l'analyse des transcriptions nous prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, on arrive à les faire en 2 ou 3 minutes. Donc, c'est vrai. Donc, voilà, l'outil commence à nous rendre une tâche, rendre la tâche de la transcription, du décodage qui prenait plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, il peut le faire en un temps minime. Donc, ça permet d'aider d'en faire avancer et faire de la réflexion un processus assez rapide. Mais quand même, l'analyse finale reste toujours, la réflexivité finale reste une tâche de l'humain. Alors, une autre question, pensez-vous que face à l'IA, les jeunes enseignants ont des postures fondamentalement différentes des enseignants confirmés? Les enseignants confirmés, qu'est-ce qu'on veut dire par enseignant confirmé? Peut-être
qui ont plus d'expérience ou bien plus d'années d'enseignement, tout simplement. Voilà. C'est un dilemme. Comparer un enseignant confirmé, un enseignant qui a plus d'expérience avec un enseignant novice qui utilise l'IA, c'est ça? C'est apparemment ce qu'il veut dire. Oui, je pense que en puisant dans ces outils, comme je vous ai dit, on peut faire avancer, faire progresser notre productivité. L'outil, il permet, il est étonnant, il permet de faire beaucoup de choses. Et donc, il permet également de faire avancer votre progressivité. C'est vrai que l'expérience ne peut pas être comparée avec une utilisation de l'outil, mais ça permet de réduire l'écart. Je dirais que l'IA permet de réduire l'écart entre un enseignant novice et un enseignant confirmé, si elle est bien sûr maîtrisée et utilisée via une posture de réflexivité. Si elle est accompagnée d'une posture de réflexivité, oui, bien sûr. Très bien. Il y a une autre question. Pensez-vous que les contenus, les modes de formation et d'évaluation dans les centres de formation au Maroc, les CRMF, s'alignent avec cette reconfiguration identitaire? Voilà, je crois que... non, je termine. Et cette formation est-elle suffisante pour préparer des enseignants capables de faire face, par exemple, à des apprenants qui sont plus familiarisés avec des outils de l'IA? Alors, quand je dis que ces jeunes ils ont une bonne familiarité avec l'IA, je pense que c'est plus un usage superficiel, un usage, je dirais, plus technique et non épistémologique. Ce qui manque à nos jeunes, c'est plus un contrôle épistémologique vis-à-vis de l'IA. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prévoir d'ailleurs dans les implications. Vous l'avez vu dans les 6 implications, les 6 postulats. On a souligné le premier élément qu'on a souligné était plus celui de la narration de soi. Et donc, comment le futur enseignant peut faire cette réflexivité à travers un journal pour voir ce qu'il a fait. On a également évoqué le travail par les pairs, on a évoqué plusieurs éléments. Et donc, je pense que la formation au niveau des CRMF, oui, elle est courte, c'est vrai, mais elle est d'autant très vitale, je dirais vitale pour ces futurs enseignants. Elle peut les encadrer, elle peut également encadrer et façonner leur identité pour qu'ils soient bien sûr prêts à exercer, je dirais prêts à exercer dans les mois qui viennent, bien sûr. Oui, alors peut-être que cette question rejoint ce qu'on a déjà dit un tout petit peu, mais il faudrait peut-être insister. Dans quelle mesure l'IA redéfinit-elle la posture du praticien réflexif théorisé par Pernoud, notamment lorsque des algorithmes proposent des diagnostics, des différenciations ou des feedbacks? Elle ne peut qu'aider. Comme je vous ai dit, l'outil-là, il ne fait qu'aider et il nous fait gagner du temps. Et donc, Pernoud l'a évoqué effectivement dans une de ses dernières présentations par l'IA dans les apprentissages. Et donc, il ne faut pas en fait voir l'IA comme un antagoniste, mais comme un ami, comme un partenaire cognitif. Et donc, je pense que mettre l'IA comme un partenaire cognitif à ses côtés ne peut que faire progresser la tâche de l'enseignant. Mais je le dis, je le répète, à condition qu'il y ait un contrôle épistémologique qui émane de la part de l'enseignant à chaque moment. C'est une boucle itérative. À chaque fois, il y a ce contrôle épistémologique sur ce qui est présenté, ce qui est évoqué, ce qui est présenté par l'IA. Je le vois dans ce sens. Oui. Alors, on vous demande en tant qu'enseignant au CRMF, comment redéfinir le référentiel de compétences à l'ère de l'IA et quelles nouvelles habiletés, ingénierie de prompt, éthique algorithmique, analyse de données, doivent désormais forger le profil de l'enseignant de demain? Oui. Ce sont des exemples. Oui, au total, je me rappelle, avec mes collègues, nous avons élaboré 13 compétences
en général, nous avons 13 compétences de l'enseignant qui sont bien sûr maîtriser la langue, maîtriser la discipline, planifier, gérer, évaluer, etc. Et maîtriser le numérique. Mais nous avons également pensé à ajouter une autre compétence qui est mobiliser l'intelligence artificielle. Et donc, c'est une compétence qui est différente de la compétence numérique. Parce que l'IA, c'est plus, voilà, c'est cet aspect critique, cette dimension de l'usage critique qui est là, cette dimension du contrôle épistémologique qui est là. Et donc, je pense qu'il faut revoir, voilà, il faut carrément revoir cette compétence, voilà, peut-être le renforcement des compétences de l'enseignant en ajoutant cette compétence de mobiliser le numérique. Elle inclut, en fait, le prompting n'est qu'un savoir, une habilité pour dégager de bons résultats d'une IA générative. Mais ce qui est le plus important, c'est plus cette posture de réflexion, cette posture de contrôle épistémologique face à ce qu'on peut dégager, on peut en récupérer de cette technologie. Et donc, dans la continuité de cette réponse et de la même question, à votre avis, quels seraient les angles d'attaque futurs pour une intégration institutionnelle de l'IA dans la formation des futurs enseignants, au Maroc plutôt? Je pense qu'elle doit passer par la mise en place d'une stratégie nationale de l'IA en éducation au Maroc. Pour le moment, nous avons beaucoup d'initiatives très encourageantes et très prometteuses. Je dirais le AI Movement dans l'UM6P. Nous avons également vu au début de l'année une campagne de sensibilisation auprès de 200 000 jeunes dans les maisons, 200 000 enfants dans les maisons de jeunes. Et nous avons également vu une revisite des syllabus de quelques modules de formation, mais je pense que le travail doit être plutôt bien structuré et bien soclé à travers la réflexion sur une stratégie nationale de l'IA en éducation au Maroc. Et c'est quelque chose qui passera par, sûrement par une réflexion menée par le Centre national de professorat, étant donné que c'est une entité qui prend en charge la standardisation, la qualité de la formation. Donc, ça doit quand même passer par ce centre. Oui, alors, une autre question, comment en tant qu'enseignants formés à l'IA maintenant, pouvons-nous former nos élèves à l'IA pour leur permettre d'apprendre les disciplines, mais aussi les enjeux de l'IA dans ces disciplines? Oui. Vous savez que comment va-t-on faire pour former les élèves? Voilà, c'est une très bonne question. On s'est toujours posé cette question. Dans le temps, on disait qu'effectivement, le volume horaire à l'enseignement de l'informatique était minime, était 2 heures par semaine dans les qualifiants et peut-être dans le collège. On s'est dit que la former aux compétences numériques, c'est la tâche de tous les enseignants. Et donc, un enseignant qui est formé à l'IA, un enseignant de mathématiques formé à l'IA, doit également dans sa classe proposer des situations où il peut utiliser, comment les élèves peuvent utiliser l'IA dans une situation problème de mathématiques. Un enseignant de français peut faire de même dans une production de l'écrit. Un enseignant de sciences de la vie et de la terre peut faire de même comment utiliser l'IA dans une simulation scientifique, etc. Et donc, les enseignants doivent être formés à l'IA, formés à son utilisation, formés sur les aspects éthiques. Et c'est à eux en fait, que la responsabilité s'installe pour également encadrer leurs élèves et les former. Voilà. Alors, cette question également interroge ce qui se passe à l'école. Pensez-vous que le modèle d'école par l'IA présente dans certains États, et là on donne l'exemple des USA, est évitable? Alors, apparemment,
il parle d'une école par l'IA, ça veut dire que c'est l'IA qui fait le tour. Je termine, Sibn Ali. Alors, Oui. on dit, la question dit que l'enseignement par l'IA est-il évitable dans les années à suivre? Et il donne comme exemple notre génération de futurs enseignants. Est-ce que l'on verra la fin de notre carrière sans la vivre? Et ça, c'est… Non, non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Par contre, à l'université, je pense que oui, 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 le rôle de l'enseignant revient plus en arrière, effectivement, parce que nous avons une andragogie, nous sommes en phase d'une andragogie, nous sommes en phase d'adultes, et il y a beaucoup d'universités qui sont en ligne, des universités en ligne. Mais dans le scolaire, je pense on a besoin d'autres enseignants parce qu'il y a des aspects en relation avec la culture, avec les valeurs, avec la citoyenneté, avec l'identité que les enseignants doivent inculquer à leurs élèves. Et c'est primordial. Je ne pense pas que ce modèle est à dupliquer dans le scolaire. Voilà. Alors, on est toujours dans l'identité numérique du formateur au CRMF. Et on parle de cette identité qui se définit par la résistance à l'exploitation de l'IA. Est-ce que cette identité influence-t-elle l'intégration de cette technologie? Comment cette posture technophobe ou technophile modère-t-elle le futur profil professionnel et les compétences éthiques des futurs enseignants? C'est une posture de moins en moins existante dans les CNMF. Je pense, de nos jours, nous avons des jeunes enseignants qui utilisent les technologies en dehors de la maison, en dehors de la classe. Ce sont des jeunes, ce sont des enseignants formateurs qui utilisent l'IA en dehors de la classe pour préparer leur contenu, pour poser des questions dans leur vie quotidienne. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a cette résistance dans les salles de classe. Au contraire, je pense que les enseignants formateurs doivent encourager leurs futurs enseignants à l'utiliser, mais comment l'utiliser, quel est le processus d'utilisation, et leur expliquer que pendant l'évaluation traditionnelle qui est plus basée sur une mémorisation et une compréhension ne sera plus possible. Je ne dirais pas qu'elle sera plus possible, elle est toujours là, mais on va revisiter l'évaluation, peut-être une défense orale, peut-être une présentation, peut-être une étude de cas. On pousse donc l'évaluation vers les niveaux les plus supérieurs de la taxonomie. Voilà. Et donc, dans le même sillage, on demande si au Maroc, je ne sais pas si vous le savez ou pas, au Maroc, prévoit-on d'intégrer des formations à l'intelligence artificielle pour les futurs enseignants, ainsi que pour les enseignants déjà en exercice, compte tenu de son importance croissante dans les pratiques pédagogiques et organisationnelles? Je pense que le ministère n'est pas à l'écart. Je suis sûr qu'il faut peut-être demander ça aux décideurs. Mais nous avons déjà dans le syllabus, en fait, le syllabus de TICE, nous avons déjà une section dédiée à l'IA, je pense voilà, un volume de 6 heures dédié à l'IA générative, son exploitation, son sort, etc. Alors, pour ce qu'il en est de la formation continue, je pense que le ministère, il est clair qu'il est en train de réfléchir à ça. Mais pour moi, c'est vrai que ce sont des actions qui vont être éparpillées à droite et à gauche, mais si on arrive à mettre cette stratégie en place, c'est elle qui va définir, bien sûr, les rails, qui va bien sûr mettre le bon travail sur les rails. Oui. Oui, tout à fait. Et donc, pensez-vous que l'intelligence artificielle conduise à une redéfinition durable de l'expertise enseignante, ou bien s'agit-il plutôt d'un nouvel outil qui s'inscrit dans la continuité des transformations pédagogiques déjà observées avec le numérique éducatif? C'est un partenaire. C'est un partenaire. C'est un enseignant augmenté. C'est un enseignant qui a un partenaire à ses côtés, un partenaire cognitif à ses côtés. Et comme je le dis, il doit cohabiter avec. Voilà. Mais je le reprends toujours. Il y a toujours cet aspect du contrôle épistémologique qui est dédié à l'enseignant, qui fait partie de l'enseignant et qui doit être toujours activé lors de ce partenariat, lors de la collaboration entre les deux parties.
C'est comme ça que je vois cette relation IA-enseignant. Alors, une question qui est plus pratique peut-être, elle dit comment transformer l'IA d'une compétence transversale en un levier disciplinaire. C'est-à-dire, au-delà de l'usage généraliste, comment la contextualisation didactique de l'IA en mathématiques, en langue, etc., et toutes les autres disciplines, au CRMF, peut-être aussi dans tous les autres centres de formation, permet-elle, formation en éducation, permet-elle de forger une expertise pédagogique spécifique chez l'enseignant? Oui, alors, je suis en train de travailler sur un ouvrage qui va paraître, Inch'Allah, le mois d'avril, dans lequel j'ai quand même revisité quelques modèles didactiques, à savoir la transposition, à savoir le triangle didactique et le contrat. Voilà, les trois modèles sont revisités. Et donc, dans lesquels je pense que la didactique, la didactique générale et puis la didactique de la discipline doit consacrer une bonne partie à ce que l'IA fait. En fait, ce que j'ai retrouvé en revisitant ces trois modèles, c'est que l'IA a déstabilisé ces modèles. Et donc, le triangle de Husserl, il n'est plus un triangle, c'est un autre sommet qui est ajouté. Et dans la transposition didactique, nous avons ce retour vers les savoirs savants, les savoirs qui sont accélérés par l'IA. C'est l'élève qui peut faire appel au savoir qu'il recevait de l'enseignant. Il a maintenant la possibilité d'aller, de sortir l'enseignant et aller vers les savoirs savants qui sont des savoirs accélérés. Nous avons égalé c'est le nous-sphère qui était plus de ces aspects et tout. Il y a cette IA générative qui peut mettre sa main dedans. Donc, c'est pratiquement revisiter. Je pense il faut revisiter ces modèles à l'ère de l'IA. C'est ce qu'il faut faire. Et donc, c'est ce qu'on va bien sûr présenter le 9 avril, Inch'Allah, dans cet ouvrage intitulé « Redessiner l'apprentissage, agentivité cognitive et cognition distribuée », dans lequel on a revisité un ensemble de théories d'apprentissage, un ensemble de pédagogie contemporaine, un ensemble de méthodes didactiques et 3 taxonomies cognitives, à savoir Bloom, Solow et ICAP. Voilà. Alors, celle-ci, elle s'intéresse plus, ou bien elle est en relation avec la tension identitaire révélée par l'étude présentée. Elle dit que vos résultats indiquent que 65% des futurs enseignants pensent que l'IA peut remettre en question leur légitimité professionnelle, tout en affirmant majoritairement que le métier demeure irremplaçable. Alors, comment analysez-vous cette coexistence entre inquiétude identitaire et attachement fort au métier? Peut-on y voir un moment de transition qui serait caractéristique des professions qui sont tout le temps confrontées à des innovations technologiques majeures comme dans toutes les autres? C'est une peur qui est là, mais cet engagement au métier, il a peut-être ses racines qui sont plus profondes. C'est un engagement vers le métier, mais je ne veux pas y entrer dans les détails, mais en fait, pourquoi cet engagement vers le métier? Est-ce que c'est un aspect social, un aspect socio-économique, etc., etc. Et de l'autre côté, ils ont cette peur de déshumanisation qui est de 65%. Et donc, c'est une contradiction en quelque sorte. Mais l'engagement, il est là parce qu'il a ses racines et qui, comme je dis, je pense qu'ils ont trait à la société, à ce qui est économique, etc., etc. Donc, c'est une dimension dans laquelle il faut encore creuser. Voilà. On revient à cette comparaison entre les nouveaux enseignants et les enseignants déjà établis. Et la question, elle se demande, dans la question, on se demande comment ces postures agentives, prudentes et résistantes se manifestent chez les enseignants en exercice qui ont déjà construit cette identité bien établie, cette identité professionnelle bien établie. L'identité est toujours en construction. Elle n'a jamais été affichée, finie. Comme l'explique Diba, comme l'explique Barbier, c'est une histoire. Et c'est vrai que les histoires, ils ont une fin, mais c'est une histoire sur le long terme.
vous commencez à exercer la première, la deuxième, la troisième année, et donc votre identité, elle est en train d'évoluer, elle est en train de changer. Et c'est d'ailleurs, nous, comme enseignants, on le ressent, on le ressent. Et mon identité, quand j'ai commencé à enseigner, n'est pas la même après 5 ans, même après 10 ans. Donc, je ne peux pas dire qu'elle est close, elle est finie, elle est achevée, elle est toujours en construction. Voilà. C'est comme ça qu'on voit la dimension de l'identité. Elle est toujours évolutive, je dirais, donc, à travers cette histoire. Et l'histoire, elle prend son temps jusqu'à les 65 ans, jusqu'à les 63 ans. Oui, tout à fait. Et, une autre question que se posent les enseignants peut-être, comment en tant qu'enseignants pouvons-nous utiliser l'IA de manière continue et aussi pousser nos élèves à faire de même, tout en gardant une certaine éthique écologique et sociale, sachant les effets dévastateurs que cela a. Sur l'environnement, c'est ça? Écologiquement, là. Oui, c'est-à-dire utiliser l'IA et pousser les élèves à l'utiliser aussi, mais avec une éthique écologique et sociale. Éthique écologique. Alors, peut-être je suis peut-être un peu, je me retire par rapport au verbe pousser. On ne va pas pousser les élèves, mais plus c'est les encourager, les sensibiliser, voilà. Et non pas, donc pousser, c'est plus de l'obligation derrière. Alors, quand vous parlez de ce qui est écologique, c'est clair que comme le boss de NVIDIA le dit que l'IA, c'est comme un gâteau en 5 couches. Et la première couche, le socle, c'est l'énergie. Et donc, le fait qu'on consulte, qu'on utilise plus, dans le temps, on faisait des recherches sur Google et ça marche. Et donc, ça consomme moins d'énergie. Mais maintenant, les gens, quand ils ont une recherche à faire, ils vont directement sur les IA génératives. Et ça consomme énormément d'énergie. À tel point que maintenant, il y a un grand problème par rapport à cette protection de l'environnement, etc. Et même Elon Musk dit que ce problème d'énergie sera résolu dans les années à venir, de telle façon que les serveurs, les data centers seront placés dans l'espace. Comme ça, ils profiteront de l'énergie solaire qui est ambiante et qui est gratuite. Alors, par rapport à ce qui est, je dirais, écologique, on en a répondu. Par rapport à ce qui est social, exactement, je n'ai pas de réponse par rapport à cet élément social. Je n'ai pas effectivement compris comment approcher la dimension sociale par rapport à cette utilisation de l'IA chez l'enseignant et chez l'élève. On s'est mis d'accord sur cet élément, comme vous avez pu le voir, ce qu'on appelle la reconnaissance par les pairs. Oui, en organisant des communautés de pratique auprès des futurs enseignants, auprès des enseignants, pour valider les usages, ça permet de stabiliser l'identité. Ça permet de stabiliser l'identité et vers ce qu'on appelle une identité collective. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire par rapport aux futurs enseignants, par rapport aux élèves, par rapport aux enseignants. Mettre en place, encourager la mise en place de communautés de pratique ne fait que stabiliser une identité collective et également la promouvoir. Voilà. Oui, merci. Alors, une question également sur l'agentivité déclarée. Alors, vos données montrent une agentivité très élevée face à l'IA. Alors, comment interprétez-vous ce niveau de confiance? Alors, s'agit-il d'une compétence réelle déjà en construction ou plutôt d'une perception subjective qui devra être confrontée aux situations réelles d'enseignement? C'est une agentivité, c'est vrai qu'elle est exagérée. Elle provient de l'université, c'est sûr qu'elle provient de l'université. Mais c'est une agentivité positive. Elle est surestimée, c'est vrai, ce n'est pas une agentivité, parce que quand je dis agentivité, c'est une capacité d'agir. Et quand je dis capacité d'agir, c'est une capacité d'intégrer, de mobiliser. Ce n'est pas le cas, parce que d'autres études montrent que en fait, les jeunes qui sont à l'université sont plus des utilisateurs superficiels de l'IA générative. Ils ont même des problèmes avec le prompt. Mais je pense que le fait qu'ils sont prêts à piloter l'IA, ils sont prêts à faire un pilotage de l'IA,
c'est une agentivité positive, c'est un regard vers un futur qui est positif. C'est pour ça que je dis qu'il faut les encadrer au niveau de, voilà, quelle implication pour la formation initiale, c'est là où il faut encadrer cette agentivité, voilà, lui préparer le bon terrain, le terrain correct pour qu'elle puisse aller vers l'avant. Voilà. Donc, peut-être une dernière question sur l'usage réel ou alors l'usage réel de l'IA dans les pratiques pédagogiques et la posture professionnelle des futurs enseignants. Votre étude interroge la manière dont les futurs enseignants se positionnent comme utilisateurs ou bien régulateurs de l'intelligence artificielle. Et dans vos observations, est-ce que dans vos observations, vous constatez plutôt une appropriation critique de ces outils ou une forme de dépendance technologique susceptible plutôt de fragiliser leur autonomie professionnelle? L'objectif de l'étude n'était pas d'évaluer leurs compétences en IA, c'était plus de voir leur identité, comment ils se représentent, comment ils perçoivent, comment ils se projettent dans l'avenir. En fait, c'était l'objectif. C'est vrai qu'il faut, voilà, c'est parmi les limites de cette étude, en fait. On ne peut pas faire tout. Une autre étude ultérieure qui se projette, qui porte sur cette dimension d'appropriation serait effectivement un complément pour cette étude. Merci. Oui, alors il y a beaucoup d'autres questions, mais vu le temps alloué, on ne pourrait pas toutes les poser. Je remercie M. Morad Nali pour la qualité de son intervention et de son interaction. Je remercie également le public présent pour sa participation, la richesse des questions et aussi la qualité des échanges. Et pour finir, je tiens à préciser que la prochaine conférence aura lieu demain, le 18 mars, à 16h30, heure de Paris. Le titre de la conférence, c'est « L'impact environnemental de l'intelligence artificielle, défis et quelques approches ». Le conférencier, c'est M. Kim Tang-Nguyen, j'espère que je l'ai bien prononcé, professeur à l'INSIMAG Grenoble, INP, Université Grenoble-Alpes, directeur de l'éducation, Institut multidisciplinaire en intelligence artificielle. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous inscrire pour cette conférence sur le site du réseau des INSPE. Donc, merci à M. Morad Nali et merci au public. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Merci.